pour nous accueillir gentiment, à Patricia d'être venue de loin pour présenter son livre. Je suis ravi que Patricia Girovici, qui est argentine, habitant aux États-Unis, à Philadelphie, où elle est psychanalyste, elle anime des séminaires, elle intervient dans plusieurs endroits des États-Unis pour transmettre la psychanalyse depuis très longtemps. Elle fait confiance aux éditions Stylus pour la publication de cet ouvrage que je considère comme très probablement un ouvrage de référence sur la question. C'est sûr qu'on en parle beaucoup depuis un certain temps en France. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrages. Et donc je ne vais pas faire le résumé de ton livre, simplement pointer quelques éléments qui m'ont particulièrement intéressé, et puis chacun pourra se faire son idée. Je ne sais pas si les personnes qui sont là ont eu le temps de le lire, parce qu'il est paru depuis peu de temps, le 7 octobre. Donc, sauf quelques insomniaques, j'ai un coup d'avance, disons. Ça me laisse dans une position privilégiée, parce qu'on va me croire. Après, quand on le dira, on pourra contester ce que je dis. Si j'ai pourrais souligner quelques éléments qui m'ont paru particulièrement importants, je dirais en premier lieu que ça trace l'histoire d'une rencontre manquée, la question du transgenre et la psychanalyse. Rencontre manquée parce que, comme tu le montres très bien, ça traverse l'histoire de la psychanalyse. Depuis Freud, depuis les minutes d'Évienne, il est question du transsexualisme à l'époque, et puis des débats avec Hirschfeld, Steckel. Donc, c'est depuis cette époque-là, ça ne cesse pas de parler de cette question. Et pourtant, il y a un a priori fondamental concernant une opposition, une objection faite à la psychanalyse. Peut-être il y aurait lieu à explorer la responsabilité des psychanalystes là-dessus. Mais en tout cas, ce que ça montre, c'est que chez Freud lui-même, très clairement, dans ses positions qu'il a prises, contrairement à Jung, il prend une position, disons, de... Pardon. Je suis désolée, on n'entend pas l'enfant. En fait. Ah, c'est ça. Je pense qu'il faut m'équiper. C'est ça. Là, c'est mieux? Oui, excusez-moi. Oui, et les positions des Freud... disons, dans ces débats avec Jung, il prend une position d'un accueil favorable pas pour exclure des patients évoquant une expérience trans, on va l'appeler comme ça, pour la psychanalyse. Et puis, on apprend, en tout cas moi j'ai appris, je ne savais pas, par exemple, on apprend des choses dans l'histoire de la psychanalyse, comment Lacan, en 1952, il a été confronté à un cas de transsexualisme. Et déjà à l'époque, la position de Lacan, ça a été de mettre l'accent sur finalement chacun sa responsabilité, la dimension de responsabilité que tu extrais de ça. Alors, cette rencontre manquée, disons, tu rétablis les choses, puisque tu ne retraces pas seulement l'histoire, mais tu évoques une clinique. Et c'est une clinique qui est tout à fait passionnante, parce que
patient pour, disons, pour mettre en lumière quelque chose, mais ce que tu développes, ce sont les obstacles auxquels un psychanalyste peut se confronter avec un sujet qui peut venir, qui peut consulter pour des questions liées au transsexualisme, au changement de sexe ou pas. C'est-à-dire que ça peut, comme tu l'évoques, ça peut être un symptôme au cours de l'analyse. Donc, ça montre bien que, si on pourrait le résumer, on n'analyse pas quelqu'un en tant que trans. Donc, je crois que ça serait une première dimension qui me paraît fondamentale. De ce côté-là, finalement, tu adoptes la position qui a été celle de Freud à l'égard de l'hystérie, à savoir, on se met dans la position de se laisser apprendre par le patient. Pas faire une leçon, pas les montrer, et surtout pas dans une perspective de normalisation. Donc, tu insistes tout au long de ton livre une position de la psychanalyse qui n'est pas celle de chercher une pathologie. Et aussi, tu essayes de montrer que ça serait complètement réducteur aborder cette clinique juste avec la question de la conviction ou pas. C'est vrai qu'il y a une pente chez les analystes de se limiter à dire est-ce qu'il a la conviction ou il n'a pas la conviction. Et ce que tu montres très bien, c'est qu'il peut y avoir quelqu'un qui peut avoir la conviction et puis à un moment donné même avoir un instant de regret, de vouloir revenir en arrière, même concernant le choix de l'opération. Donc c'est plus compliqué que ça. La question de la conviction, d'une part, et puis le fait d'avoir une conviction, ça n'exclut pas d'avoir, dans le cas où c'est évident qu'il y a, disons, un choix décidé de vouloir changer de sexe, ça n'exclut pas qu'on puisse avoir des symptômes par ailleurs. Et ça n'exclut pas qu'on puisse être un sujet avec un manque, des indéterminations, un désir de vouloir élucider des questions de l'inconscient. Donc ça me paraît particulièrement remarquable, comment finalement ce dont il s'agit, c'est à chaque fois d'explorer le rapport du sujet à son inconscient. Donc ça me paraît un autre accent fort de ton livre. Et puis, tu mènes une enquête, on peut dire, ça c'est particulier aux États-Unis, on apprend beaucoup de choses sur ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe avec le président de Harvard, qui peut parler d'un cerveau masculin, et comment les critiques violentes que ça peut susciter. Mais par contre, quand il y a Kathleen Jenner qui parle de l'existence d'un cerveau féminin, tout le monde est content. Alors, oui, il y a des questions qui sont amusantes sur une espèce de fascination pour le phénomène. On peut se demander s'il n'y a pas une tentative de faire un objet de consommation de trans. Mais ce que tu montres, c'est une dimension qui va au-delà de ça, parce que tu évoques le rapport à la beauté. Donc ça c'est une question que j'aimerais, si tu peux déplier, parce que il y a toute une industrie plastique qui s'est mise en service de la question trans. Et c'est vrai que, comme tu le montres à plusieurs reprises, il y a une affinité entre la position trans et le désir de beauté, d'une image qui soit particulièrement parfaite. Et donc tu développes le rapport entre la beauté et l'horreur, mais finalement on ne comprend pas complètement
pourquoi cette prévalence du rapport à la beauté chez quelqu'un qui veut changer de sexe? Pourquoi ça ne suffit pas? Pourquoi, en plus de changer de sexe, il faudrait incarner dans le sexe qu'on va avoir quelque chose qui soit de l'ordre de la beauté? Donc, en tout cas, tu montres très bien que changer, pour quelqu'un qui a la conviction de changer de sexe, ce n'est pas le fait de changer de sexe qui règle tout. Ça règle finalement le fait qu'il y a quelqu'un il était complètement persuadé que c'est ça qu'il voulait, mais il y a des questions, même pour quelqu'un qui a cette conviction. Et ces questions-là peuvent l'amener à rencontrer un analyste. Il peut y avoir, donc, au cours de l'expérience analytique, des surprises, comme par exemple le cas Stanley que tu évoques avec le lapsus qui passe très bien en français aussi, avec les transparents. Quelqu'un, parce qu'une fois qu'on a changé de sexe, il y a aussi toute la problématique qu'il peut y avoir sur les enfants, la question parentale et le lapsus que je vais te laisser le raconter sur les effets d'un nature pour quelqu'un qui c'était possible d'être père d'une fille, mais pas père d'un garçon. C'est bien ça, non? Bon, voilà quelques questions qui s'ouvrent par ton livre. Je te laisse déplier les choses. On va continuer à discuter et puis on va prendre les questions de la salle. Merci. Voilà. Merci pour... Vous pouvez m'écouter? Non? Merci pour venir ici et avoir pour moi une chance de continuer à discuter toutes ces questions qui, pour moi, et c'est un peu le parcours qui a devenu un livre, sont des questions qui viennent de la clinique. J'imaginerais jamais, mais j'ai travaillé la question trans, on peut dire, dans des livres, et j'imaginais jamais dans les débuts des années 90 que je commencerais à écouter quelque chose inattendu dans les discours de mes patients qui au début posaient des questions qu'on peut dire j'ai pris comme une variation de la question hystérique: est-ce que je suis une femme ou est-ce que je suis un homme? Alors ces questions qui sont classiques dans l'hystérie étaient posées dans la clinique aux États-Unis au début des années 90 comme formulées autour d'une élection choix des objets sexuels. Ça veut dire des patients qui me demandaient est-ce que je suis hétéro ou bisexuel. Et ma première supposition était que c'est des patients, la plupart qui s'identifiaient comme femmes, qui avaient eu une éducation universitaire, qui ont lu beaucoup de Judith Butler. Alors j'ai dit, ils ont lu cette idée de genre comme performatif, c'est ça, la chance qu'il y en a dans la clinique, dans le divan de la psychanalyse, c'est comme une fenêtre sur la société, et j'ai commencé à écouter quelque chose autour du genre, 5 années avant que ça ait été discuté dans les journaux, dans la télé. Et j'ai comparé cette façon de poser une question autour, il y avait une souffrance, une détermination des choix d'objets sexuels, mais une identification construite autour de ça, avec quelques patients, cet analysant que j'ai travaillé avec, qui s'identifiaient comme trans, pour qui la souffrance devient parce qu'ils ont une réponse, avec plus ou moins conviction, mais ils savaient que peut-être je suis née une femme, mais je savais toujours que je vais devenir un homme, comme quelqu'un patient m'ont dit. Et ça, c'était mon premier parcours dans les questions trans, que j'ai publié un livre dans l'année 2010 qui s'appelait Please Select Your Gender, From the Invention of Hysteria to the Democratizing of Transgender.
qu'on peut traduire en choisissez votre chance, s'il vous plaît. C'est une formule qu'on trouve dans tous les formulaires administratifs aux États-Unis. On est demandé toujours de faire un choix des gens. C'est quelque chose que déjà Lacan a anticipé quand il dit qu'on est tous condamnés à la ségrégation urinaire, quand il a dit que chaque fois, dans l'espace public, quand il faut utiliser une toilette, il faut se déclarer dans une chambre ou l'autre. Et ça, c'est pas si simple. Et puis, il y a pour les gens qui ça devient une chose où la vie est en péril, parce qu'il y a la possibilité de se trouver dans une situation de violence. Et dans la continuation de mon travail avec la clinique, toujours. Et pour ça, quand j'écoutais lui, j'ai pensé, on peut retrouver la phrase de Lacan, la femme n'existe pas, et on peut dire, les transsexuels n'existent pas, parce qu'il n'y a pas une universelle de transsexuel. Je préfère penser sur 100 hommes trans, et je peux les trouver dans des structures différentes. Peut-être qu'il y a des manifestations trans, bien sûr, dans la psychose, avec une convention forte et qui va pas bouger, mais aussi on peut trouver les symptômes trans dans la névrose et dans la perversion. Alors, on ne peut pas parler, comme c'est fait beaucoup dans la littérature psychanalytique, d'un type de trans qui aura une correspondance directe avec une structure psychique donnée. Et guidée par les patients, les discours des patients, je me trouvais, j'ai découvert que derrière une question des gens, et c'est ça quelque chose que j'ai trouvé étonnant, et comme toujours, quand l'inconscient émerge, il y a toujours un effet de surprise. Je suis surpris par la réalisation que quand quelqu'un dit si je n'ai fait une transition, je me serais suicidé, je serais mort. Derrière, une présentation autour des questions de genre, autour des questions de sexualité, il avait une question de vie ou de mort, où la transition a devenu une stratégie de vie, une stratégie de survivance. Et ça donne une manière de penser la problématique trans et qui a une dimension plus intéressante où parfois l'accès, c'est ça qui est important pour moi en tant que clinicien, et où le travail psychanalytique peut aider un parcours du côté de la vie que du côté de la mort. Et aussi, c'est quelque chose que quand tu parlais de la beauté, je trouvais aussi que parfois la transition entre gens devient un projet de vie, mais un projet de vie comparable à lequel d'un artiste ou l'œuvre d'un artiste donne une voie pour trouver une manière de vivre. Il devient un parcours on y a besoin d'avoir un savoir-faire et un art, on peut dire, et pas l'art dans le sens des beaux-arts, comme Heidegger lui pense, mais un art du côté du bricolage, du savoir-faire avec le corps. Ce qui, pour moi, c'était aussi intéressant dans la question trans, c'est qu'il donne aux psychanalystes une situation privilégiée pour repenser tous les processus de devenir un corps. Quand quelqu'un change de genre, on se rend compte que la matérialité du corps n'est pas donnée du début, qu'il faut avoir un processus de devenir un corps. Et ça, on l'a aussi en anglais et en français, parce qu'on n'est pas un corps, on a un corps. Et dans la problématique trans, on découvre beaucoup de stratégies pour vivre dans un corps qui n'est pas seulement sexuel, mais aussi mortel. Et ça pose pour quelqu'un beaucoup de problèmes que pour les autres. C'est toujours, je trouve, un procès pas simple du tout, pas donné, mais il y a parfois pour les gens
et qui s'identifient comme trans, ça devient un procès plus compliqué qui donne aux cliniciens la possibilité de trouver des situations qu'on peut dire, je viens de dire que je suis contre les universels, il n'y a pas les transsexuels, mais qu'il y a quelques situations universelles en tant que tous sujets parlants, sujets de parole, où l'habit d'un corps parlant, les devenir corps, c'est pas si compliqué et la problématique trans peut illuminer ces questions. Aussi, j'ai trouvé, ça c'est, si tu as parlé de ça, qu'il avait du début, des premières années de la psychanalyse, une collaboration, un dialogue et une interaction très proche entre les discours de transsexualisme qui commençait dans les débuts du XXe siècle et les discours de la psychanalyse, que Freud lui-même était très intéressé d'avoir une collaboration proche et cet lien, parfois contesté, parfois tendu, n'est pas contingent, c'est un rapport de discours trans à la psychanalyse et aussi d'une manière compliquée de la psychanalyse au discours trans. Ils sont toujours restés proches par des années. Et même, si on peut citer, et que peut-être dans les contextes français c'est un peu étonnant, dans l'année 2019, la American Psychoanalytic Association, c'est l'association plus classique, plus proche des appartenant à l'IPA, a donné a parlé dans les mois de Gay Pride, à demander pardon à la communauté LGBT pour la discrimination pratiquée par la psychanalyse, parce que c'est commence très promissoire, et je parle pour donner des dates exactes, de l'année 1906 à Berlin, la première société de psychanalyse fondée dans le monde entier, l'une des premières sociétés de psychanalyse, était une société cofondée par Karl Abraham et aussi Magnus Hirschfeld, qui est une figure très très importante pour la décriminalisation de l'homosexualité. Aussi quelqu'un très ouvert qui se travestit en public. C'est quelqu'un, une figure très forte dans les mouvements des droits LGBT. Et Freud le connaît personnellement, il a reçu Hirschfeld dans son bureau, et écrit à Abraham pour lui dire que c'est important pour la psychanalyse d'avoir un travail proche avec ces discours, que les discours de la psychanalyse a besoin d'une collaboration avec la sexologie émergente du changement de sexe, parce que si la clinique à Berlin de Hirschfeld, ils font les premières réassignations des gens dans notre monde contemporain. Alors, on a ces bons débuts à cause de Jung, qui rejette, après que Freud demande Hirschfeld bien dans la convention Weimar, comme les spécialistes à Berlin sur l'homosexualité, Jung rejette l'homosexualité ouverte de Hirschfeld, et c'est seulement comme une histoire, comment ça commence une grande histoire de divergence, mais les discours du transsexualisme continuent à avoir un rapport avec ce qu'on peut dire, je ne sais pas si c'est en exclusivité les psychanalystes, la psychanalyse, mais aussi ce qu'on peut appeler les spécialistes de santé mentale, parce que même aujourd'hui, pour commencer un traitement d'hormones, il faut avoir une lettre d'un spécialiste qui dira que la santé mentale, on peut discuter qu'est-ce que ça veut dire, de quelqu'un qui commence un procès de réassignation de genre, ne sera pas affecté d'une mauvaise manière par la transition. Alors, toujours les psychanalystes, parfois, c'est autorisé comme l'équipe qui a le tutelage, la dernière parole dans les procès de réassignation,
Mais malheureusement, l'histoire de la psychanalyse a laissé toujours les expressions non normatives de sexualité ou de genre sont toujours associées à la pathologie, qui, c'est une idée qui pour moi c'est très étonnant. Il faut lire Freud, les 13 essais sur la sexualité, pour se rendre compte que dans la sexualité humaine, l'idée de normalité, c'est impossible à soutenir, et même ça s'est confirmé chaque jour quand on écoute dans la clinique qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la sexualité humaine. Alors, il y a cette institutionnalisation d'une version que je trouve en contradiction de l'expérience clinique, qui pathologise ce qui était construit comme une idée de normalité. Je fais un grand parcours de livres. Alors, je travaille un peu, et pour moi, c'était très important de faire une histoire du lexique, une histoire du rapport entre la psychanalyse et les discours trans, mais aussi j'ai travaillé avec quelques cas que j'ai trouvés dans la littérature psychanalytique, pas connus, qui, par contre, il y a ces discours institutionnalisés, les cas même, et je dis un cas d'Abraham, un cas de Gutiérrez qui travaillait aux côtés de Steckel, et qui, même dans un livre que le titre c'est Désévaration sexuelle, la manière de conduire la cure, c'est pas si rigide, aussi pathologisant, et on commence à voir ce qu'on peut appeler une éthique de la différence sexuelle, que j'ai aussi attribué à Lacan même, on ne sait pas, et que Lacan c'est le premier psychanalyste en France qui a travaillé avec quelqu'un identifié comme trans, et c'est une patiente qui a passé des années de traitement avec Lacan, et une psychothérapie, c'est ça qu'on connaît, c'est le rapport du cas. C'est un cas qu'on connaît, c'est pas on connaît très bien que la causistique lacanienne, on n'a pas trop de cas traités par Lacan qu'on peut étudier comme cas clinique, mais ça c'est un rapport fait par Jean Delay et son équipe sur ce traitement d'un patient de Lacan qui lui dit qu'avec Lacan, il a trouvé une compression inégalable. Et ma conclusion en regardant ces cas de Lacan et quelques autres qui sont plus des présentations cliniques dans un espace hospitalier, sont des grandes présentations psychiatriques de style classique. Et on peut trouver même chez Lacan une manière de conduire l'approche des expressions transsexuelles qui, on peut penser d'une manière qui dans l'espoir d'une approche psychanalytique plus efficace dans la cure, parce que je pense que si on était toujours, j'imagine, quelqu'un qui ont une formation psychanalytique avec l'idée que c'est important d'écouter, que s'il y a un spécialiste dans l'espace, dans l'interaction entre psychanalyste et analysant, le spécialiste c'est l'analysant, qui c'est le spécialiste sur lui-même, que l'idée d'utiliser la nociologie comme une barrière pour l'écoute, je trouve ça très problématique. Et pour moi, cette expérience, c'était de me laisser guider pour les cas d'un analysant qui s'identifiait comme trans. Et j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de cas d'hystérie, une présentation plus proche selon une cadre de névrose, plus que des psychoses. Il y a aussi des cas de psychose. Et l'autre commentaire, c'est sur la beauté. Parce que je reviens sur cette réalisation que j'ai eue, que c'est derrière cette souffrance autour des genres ou des sexualités, il avait une question de vie ou mort. Que la vie, c'est pas possible, ne peut pas continuer
s'il n'y a pas cette transition, et aussi pour continuer à vivre, après, il y a ce rapport toujours à la beauté, et pas seulement la beauté en tant que quelqu'un qui est beau ou belle dans les légendes, avec qui il s'identifie, que la beauté a une fonction pas seulement esthétique, mais qui est proche d'une position éthique. C'est une manière d'affirmer l'existence. Et je vais citer Caitlyn Jenner, qu'elle a donné un conseil aux adolescents qui sont en train de faire une transition, et elle dit, je vais traduire de l'anglais, vous existez, vous êtes belle. Oh, bon. Oui, ça dépend. Mais ça, c'est pas important. Beau, belle, ce qui est important, c'est le verbe être. Vous existez. Il y a quelque chose que c'est une stratégie d'existence. Et la beauté, là, a une fonction importante pour confirmer ces parcours et donner à la possibilité d'exister dans le monde. Ce n'est pas un idéal purement esthétique, c'est une décision éthique. Et vous écouterez que je parle des questions qui on peut dire ontologiques, mais c'est ça la plupart du matériel. Et quand je travaille avec des patients trans, j'écoute presque régulièrement cette référence à la vie ou la mort. Alors, pour moi, ça c'est la vraie situation. Et on peut, avec cette idée, on peut revenir dans, je pense, les cas plus discutés dans la bibliographie, la littérature psychiatrique et psychanalytique, le cas de Schreber. Il ne faut pas oublier que selon Schreber, quand il a cette pensée, il était à moitié endormi, à moitié réveillé, il a l'idée qu'il sera beau d'être une femme sujet au coitus. En train de subir l'accouplement, mais pour Schreber même, ce qui était important dans la transition, c'est le cerveau. Mais la beauté. Oui, il y avait la question, il y a la question de la façon dont les médias aux États-Unis traitent la question, parce que par moment, il y a tu cites quelqu'un qui dit c'est la foire aux monstres. Oui, ça ce sont les aspects intéressants de la culture américaine qui analyse les choses les plus sublimes. Il y a cette popularisation de l'expérience trans qui c'est très intéressant parce qu'elle contradit absolument ce que j'écoute dans la clinique. Dans les médias, la façon de parler des changements des gens, c'est présenté comme une option consommatrice. Tu as dit ça, c'est équivalent de déménager à la banlieue, arrêter de fumer, et devenir végétarien. C'est une... Et aussi, c'est quelques choix qui est... c'est seulement pour l'équipe qui a l'argent pour payer le changement de sexe. Alors, c'est une option de consommation, mais ça dépend de si on a les moyens ou pas. Et ça, c'est exactement le contraire. C'est pas une style de vie. C'est pour beaucoup d'elles, comme Jay Prosser, qui c'est quelqu'un qui est un critique de l'expérience trans, dit c'est exactement ça qu'il n'est pas. Ça devient c'est pas un objet de consommation, mais c'est une vocation qui consomme comme une carrière. C'est pas un style de vie, parce que être femme ou être homme, c'est pas encore un style de vie. Alors il y a aussi c'est intéressant cette expression que je pense qu'il y a de Paul Preciado, de foire à montre. Si on pense dans l'étymologie du mot montre, qu'est-ce que ça montre?
Et ça montre, d'un côté, c'est la manière qui était traduite dans l'espace public américain, c'est l'idée que les changements de genre, c'est qu'il y a une amélioration de soi. On devient une meilleure version de soi, et améliorée, plus beau. C'est ça, mais cette idée de consommation échappe d'un côté la grande souffrance et tous les difficultés, et ce côté qui c'est un rapport à trouver une stratégie de vie dans une société en particulier. Les États-Unis ont beaucoup de problèmes avec la mort. Ça c'est déjà commenté dans les années 80 avec Christopher Ladd. Oui, Monique. J'étais tout à fait intéressée quand tu as dit que la beauté c'était une question éthique, c'était une question d'existence et d'existence. Ici, je sais bien, on dit que ce qui est compliqué avec les transgenres, c'est que ça n'est pas une question sexuelle, c'est une question d'identité. Et donc, on disait jusqu'à tout récemment, d'identité, donc, comme Schreiber, de psychose. Est-ce que tu n'as pas prononcé le mot identité? Quand tu dis la beauté a une fonction éthique, c'est une question d'existence, est-ce que c'est la même chose qu'identité ou est-ce que c'est pas la même chose? Je dirais que c'est pas, parce que je parle de existence, on dit du côté de la psychanalyse, les sujets de l'inconscient émergent quand les identifications tombent. Et parfois, les identifications fonctionnent comme résistance ou défense pour l'émergence des sujets de l'inconscient. Mais il y a aussi, c'est intéressant, merci Monique pour ces commentaires, parce qu'aux États-Unis, il faut déclarer toujours une identité pour être dans l'espace social. Même les enfants des écoles secondaires, il faut déclarer une identité, les groupes qui utilisent des robes noires, sont lesquels qui aiment les mangas, les qui n'aiment pas les mangas, les qui aiment les sportifs, les jocks, les cheerleaders. Il y a toujours au début de la socialisation éducative dans l'école, c'est cette demande sociale de déclarer une identité à tout prix. Mais ce que je trouve dans la clinique, c'est que les cas où la transition des genres fonctionne d'une manière où il y a moins de souffrance pour les sujets, est-ce que cette identité, c'est pas solide, c'est toujours un peu faible dans le contraire de la conviction. J'écoutais le patient, oh, rare quand même, maintenant je suis un homme, je sais que je suis née une petite fille, chaque fois que je prends une douche, je regarde mon corps et je suis toujours surpris, mais dans cette façon, la vie, c'est possible. Alors je dirais que c'est la beauté, c'est une manière de trouver une existence avec un modèle qui c'est pas c'est du côté de la création artistique, la beauté trouvée dans l'art. C'est pas dans les idées qui sont posées par la société, qui sont de étiquettes. C'est toujours avec un élément de surprise, une beauté qui est toujours une construction qui se fait, se refait, et qui donne une stratégie de survivance. C'est pas... C'est toujours avec un élément d'originalité par chaque sujet. Dans ce cas, c'est proche de la stratégie psychanalytique, et c'est toujours chaque cas en particulier. Je dirais, pour revenir à cette idée qui m'est venue avec tes commentaires, Louise, c'est dans la universalité de la singularité de chaque
qu'avec son ton transsexuel ou trans. Oui, monsieur. Moi, une question que j'ai envie de poser. Ça va, j'ai pas besoin de micro. Hein? Si vous parlez un peu plus fort, ça fait Oui, mieux. c'est le masque qui filtre un peu. Faites comme ça. Je me demandais si, dans ton expérience, il y a une diversité quant à l'âge où la souffrance apparaît ou se verbalise, ou s'il y a une... Oui, est-ce qu'il y a une diversité ou est-ce qu'il y a une récurrence? Est-ce que les sujets te disent, depuis que je suis conscient, dans mon enfance, j'ai souffert d'être né une fille et de vouloir être un homme, ou est-ce que ça surgit à l'adolescence? Enfin, est-ce que, voilà, il y a un rapport avec le surgissement du désir sexuel, de la sexualisation active, ou même des cas où ça surgit plus tard? Merci, parce que c'est... On découvre qu'il y a dans la population trans une circulation d'une une version officielle de qu'est-ce que c'est d'être trans, qui c'est la façon où les manuels psychiatriques ou la façon où l'accès à les traitements hormonaux ou des chirurgies est sanctionné comme les transsexuels qui n'existent pas. Alors, il y a une version que c'est une fiction, c'est toujours la même version. Oui, comme j'étais petite, je ne jouais pas avec les Barbies, je jouais avec les camions, si c'est une F2M. Alors, il y a cette roman faux, c'est pas le roman familial de Freud, c'est aussi faux, mais ça c'est pas loin de étiquettes identitaires. C'est une histoire qui était construite par les savoirs médicaux et répétée par les patients pour avoir l'accès. C'est un ticket d'entrée. C'est que c'est intéressant dans les cas cliniques, et on travaille au niveau de l'inconscient avec des équivocations, lapsus, des rêves. Et si on travaille avec la seule arme qu'on a comme psychanalyste, l'équivoque et l'association libre, on trouve que la vraie histoire, c'est toujours caché derrière ces discours officiels que parfois ils répètent parce que peut-être que les patients nous considèrent, peut-être que l'analyse représente l'autorité de santé médicale ou santé mentale. Mais c'est que je trouve que chaque histoire, c'est unique quand si on peut avancer hors de toute cette stratégie de survivance, parce que si la personne trans ne répète pas, c'est que les médecins endocrinologues connaissent comme la présentation trans typique, alors c'est un cas atypique, c'est pas un cas de trans. Alors il y a ce double registre d'histoire, et c'est ça, c'est l'avantage de l'accès psychanalytique qu'on peut avoir. On travaille avec la vérité qui émerge dans les équivoques, dans le rêve. Et là, on peut accompagner l'analysant dans le parcours de retrouver ces histoires. Et c'est toujours très original. Il ne suit pas cette script. C'est scénario préfet. Monsieur, Bonsoir. allez-y. Est-ce que ça va? Ok. Bonsoir Patricia. Félicitations pour ce superbe livre. Moi, j'ai eu l'occasion de le lire en anglais quand il est sorti. J'aimerais poser 3 questions, si possible. La première a à voir avec ce que tu viens de souligner, la question de stratégie de survie. Le transgénérisme ou les identifications trans, pour pluraliser, en tant que stratégie de survie. Dans ma propre clinique, justement, j'ai remarqué que
parfois, la transition depuis le masculin vers le féminin ou depuis le féminin vers le masculin fait écran, en effet, à une transition depuis l'inanimé vers le vivant. J'avais remarqué ça, et en effet, c'est quelque chose comme un leitmotiv. Et donc, en effet, la transféminisation ou la transmasculinisation est en effet une stratégie de survie. Et je pense aussi en termes winnicottiens, qui parlent de la créativité au sens de, pas au sens de Freud ou au sens de Mélanie Klein, mais au sens de la pulsion de créativité, au sens de se sentir vivant, de se sentir existant. Et pour Winnicott, ça veut dire le bébé qui se sent exister, first being and then doing, d'abord être et ensuite faire, se situe justement au niveau du narcissisme primaire. C'est quelque chose qui se joue vraiment à l'oreille de la vie psychique. Et donc, ma première question, c'est est-ce que dans ta clinique, justement, même si on ne peut pas systématiser, ça serait anti-analytique de systématiser, mais est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui se jouent au niveau des identifications ou au niveau de ce qui aboutira, qui émerge plus tard en tant que stratégie de survie? C'est quelque chose qui se joue justement à l'oreille de la vie psychique, bien avant l'Édipe, et même avant le pré-Édipe. Je dirais quelque chose à l'oreille de la vie psychique. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est la question de l'origine, des origines. J'avais remarqué dans ma propre clinique que parfois, la transition de genre est une espèce de tissage d'une origine, une reconstruction d'une origine lorsqu'il y a parfois des trous représentationnels au niveau des origines, et c'est comme s'il y a un nouveau roman familial qui permet justement au sujet d'exister. Ça, c'était pour savoir, parce que toi, tu as beaucoup plus d'expérience clinique, et j'aimerais savoir si c'est quelque chose que toi, tu rencontres à la clinique. Et troisième chose, c'est la question du contre-transfert. Tu parles souvent, justement, de la psychanalyse qui a besoin d'échanger des sexes. Ça veut dire changer des stratégies ou renouveler ses narrations et ses théories. Et donc, j'aimerais avoir ton avis par rapport à qu'est-ce qui se joue, à ton avis, contre-transférentiellement. Pourquoi on réagit tous et toutes si fortement devant un corps transgenre et pourquoi parfois nous avons des agirs contre-transférentiels. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop prolixe. Merci. Matériel pour le prochain livre. Mais je vais essayer de... Oui, tu pensais pardon. C'est quelque chose, oui, si on revient à l'origine, dans la façon qui parfois il n'y a pas une possibilité d'être sans la transition, qui n'est pas nécessairement liée à l'ingestion d'hormones ou liée à la chirurgie. Ça peut être nécessaire, mais pas toujours. Il faut penser parfois, c'est nécessaire d'avoir une identité entre genres, ni femme ni homme, ou parfois peut-être changer les noms, ou changer les pronoms. Ça donne la possibilité d'être. C'est pas l'histoire édipienne. Je pense qu'il faut repenser l'Édipe. C'est pas Édipe à la classique, une lecture classique de Freud. Avoir ou pas avoir, c'est être ou pas être. Et la manière que je pense, je n'ai pas pensé du côté de Winnicott, et je trouve très subtil dans la clinique l'élaboration de Lacan sur les symptômes qui reviennent sur pas faire, mais savoir faire. Et ça veut dire que parfois, l'assumption d'un corps sexué devient un projet comme les symptômes. C'est une manière de
Et c'est identifié pas un symptôme conçu du côté médical. C'est pas quelque chose qu'on va se débarrasser dans la cure, mais quelque chose qui devient une stratégie d'existence et qui dénote aussi ce savoir-faire, avec les corps, et que c'est comparable, si on pense dans les côtés artificiels parfois dans la présentation physique de quelques personnes qui s'identifient comme trans, c'est artificialité, c'est du côté de l'art, de la création, qui donne une possibilité déjà, il y a une élaboration sur ça chez Lacan, quand il dit qu'on devient symptôme elle, symptôme il, que l'assumption d'une position sexuelle, c'est le problème que déjà Freud il a noté, que c'est un peu étonnant, que d'un côté il dit que si quelqu'un vient un extraterrestre et regarde les humains, est-ce qu'ils font trop de rien, il n'y a pas si grande différence entre un genre et l'autre, mais chaque fois qu'on rencontre quelqu'un dans la rue, la première classification qu'on fait, c'est mâle ou femelle. Et pour exister dans le monde, il faut assumer une position. Et parfois, un symptôme donne une possibilité de se débrouiller dans la vie. Peut-être pas aligné dans les binaires. C'est aussi une chose intéressante qu'on apprend dans la clinique, que même la notion de Freud de la pulsion, c'est pas binaire. C'est pas l'objet A, c'est la grande invention de Lacan, on n'a pas un genre. C'est les seuls objets de la pulsion, c'est la satisfaction. C'est pas la pulsion sexuelle. Ne cherche pas dans un côté ou l'autre de la vie du binarisme. Ça vient après, si on le veut. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Patrick. Bonsoir, merci. Je voulais te poser une question. Est-ce que tu as repéré chez les patients qui avaient fait une transition jusqu'au bout, je dirais, une modification de leur rapport à la jouissance? C'est une très bonne question parce que je trouvais que la jouissance sexuelle, parfois, c'est pas prédominante. Parfois, si on pense en termes freudiens, l'investissement libidinal, c'est d'être reconnu dans l'espace social dans les genres des choix. Mais ce n'est pas un choix. Il faut. Mon usage de français c'est limité. Alors aidez-moi si on peut parler d'un mot meilleur, parce que si c'est un choix, c'est un choix inconscient. C'est pas les choix consuméristes que les Américains aiment dire que c'est ça. Et il y a, je dirais que s'il y a un changement de jouissance, c'est que la jouissance devient moins mortelle. Si on pense dans quelques cas je pense d'un patient qui, après la transition, après une chirurgie, continue à avoir des traitements d'hormones, et la jouissance, c'est pas si déchirante. Et dans ce cas, peut-être qu'il y a un changement de jouissance, je dirais pas une domestication de la jouissance, mais une canalisation. Mais parfois, avec un côté que c'est intéressant de penser sur l'investissement narcissiste du corps, mais ce n'est pas un narcissisme mortel. C'est une redistribution de jouissance où la jouissance, on peut vivre avec. Et avant, l'idée que la jouissance est si insupportable qu'il faut se tuer. Après, il y a un rapport
avec la jouissance différente, on peut dire, mais ce que mettons toujours, c'est que parfois les rencontres avec une autre corps sexuel continuent avec les mêmes complications qu'avant, que les changements, la transition. Et ça, c'est pas une solution. Comme aux États-Unis, l'idée c'est toujours vous serez heureuse, c'est l'idée on a dans la déclaration de l'indépendance, et on est tous garantis d'avoir les droits d'être heureuses. Et avec la transition des gens aussi, ce même idéal est imposé. What makes you happy? Mais je pense que c'est pas idéal, mais qu'il y a toujours à repenser qu'est-ce qui se passe quand ces corps rencontrent autres corps. Mais ça, c'est un problème dans toutes les structures psychiques, dans la neurose, dans la psychose et dans la perversion. Et j'ai trouvé des symptômes trans dans ces trois, où la jouissance, évidemment, fonctionne de manière différente. J'ai beaucoup de questions, mais je vais laisser la question à la salle. Après, je vais les poser. Oui, vous pouvez poser la question, mais il faut parler fort. D'accord. À partir de... Peut-être c'est pas une bonne question, mais à partir de votre clinique, qu'est-ce que vous avez repéré par rapport au désir de l'autre? Par rapport à Désir de l'autre. Par exemple, désir des parents. la question du désir de l'autre. C'est intéressant, et merci pour réintroduire l'idée de désir. Parce que parfois, l'idée du désir est échappée dans les discussions de trans. Et c'est quelqu'un, Andrea Long-Chung, elle a fait récemment, je ne sais pas si ce livre est traduit en anglais, Females. En français? Non? Non, Female. Alors, elle revient à Valérie Solanas et elle recoupe l'idée qu'on est tous femmes et on tous le déteste. Et elle réintroduit l'idée du désir qui est toujours dans le désir de l'autre et qu'il faut changer de genre parce que vous le désirez et vous serez heureuse. Et elle dit, ça c'est pas possible parce que on peut pas, et bien pour désirer quelque chose, il faut avoir un manque. On peut pas désirer quelque chose qu'on a déjà. Je suis une femme, je peux pas désirer ce que j'ai déjà est. Et c'est intéressant. Et elle introduit d'une manière, elle se moque un peu du discours féministe, elle se moque un peu d'elle-même, qui c'est très rafraîchissante, et elle réintroduit la dimension du désir chez les trans hors des désirs de l'autre. C'est toujours, et je parle de ces États-Unis, très orthopédique, l'idée que c'est une prophylaxis. Et il faut changer les gens pour devenir heureuse, ça fait du bien, et l'idée qu'elle réintroduit d'une manière intéressante l'idée d'un désir qui sera toujours et pas complètement satisfait. Mais parce que c'est ce qu'elle a fait qui était très bien reçu, je pense, mais aussi très étonnant. Dans le New York Times, elle avait une colonne où elle a dit I need a penis, but will not make me happy. J'ai besoin d'un pénis, mais ça ne me fera pas. Oh, j'ai besoin d'un vagin, ben, ça ne me donnera pas heureuse. La transition ne bat pas sur ce parcours du désir de l'autre qui revient toujours trop proche de ce que Michel Foucault décrit comme prophylaxis, comme discipline et punir finalement. Et c'est intéressant parce que ce que la clinique psychanalytique nous donne, c'est un espace où la règle fondamentale, sinon Freud l'a créée, dans l'espace on peut s'échapper un peu du désir de l'autre et du discours social qui toujours traverse les présentations cliniques.
d'une manière qui a un espace pour la subjectivité et parfois, si les choses vont bien, pour la création d'une solution subjective et inédite. Et c'est une manière de réduire les symptômes. Et une manière pour revenir à la jouissance, comme on jouait de notre inconscience sans mourir dans les parcours. Est-ce que la transition amène quelque chose de l'ordre du changement d'objet? C'est un peu dans le prolongement de cette question du désir et de celle de la jouissance. Les changements d'objet, c'est assez précis. Je dirais pas que parfois produit un changement des rapports d'organisation. Peut-être qu'il y a une couple lesbienne et une de partenaires et fait une transition. On a une couple d'une femme qui est avec une femme et elle se trouve que son partenaire c'est un homme maintenant et c'est reconnu dans l'espace social comme une couple hétéro banal et ça marche pas. Mais marche pas seulement pour, je cite des cas que j'ai vus dans la clinique, c'est parfois le partenaire qui fait symptôme, pas les sujets qui font la transition, qui aura à avoir beaucoup de négociations, mais qui sont du côté identitaire. C'est pas parfois sauvé par l'amour, si l'amour peut tolérer et aller d'hors des identifications, peut-être que ça marche, parfois ça marche pas. Changement d'objet, il produit parfois la transition, un questionnement de toutes les étiquettes sociales qu'on construit pour domestiquer la sexualité qui est toujours dans les êtres humains du côté d'excès, du côté de quelque chose qu'on ne peut pas définir si facilement. Et parfois, c'est compliqué du côté des présentations sociales. Et avant la transition, on était un couple gay, maintenant on n'est pas. Avant, j'aimais les femmes en tant des M to F. Et si je continue à aimer les femmes, est-ce que j'ai devenu lesbienne? Mais ça, c'est intéressant parce que ça donne évident que parfois, toutes ces constructions, c'est pas un destin, c'est un choix d'objet, que parfois c'est un choix d'objet constant, et parfois non. Et si on revient sur Freud, de la sexualité humaine comme perverse et polymorphe, c'est pas si étable. Peut-être que ça, on peut maintenir une constance, mais c'est pas une détermination avec conviction pour retenir. Je pense que seulement dans la psychose, les choses restent les mêmes. Exactement, exactement. Oui, c'est amusant pour ceux qui ont vu le film Girl. Tu l'as vu? Dans le film Girl, où il s'agit aussi d'une transition d'un garçon vers une fille, qu'il y a une scène avec un thérapeute. Et quand le processus avance vers la transition, le thérapeute dit maintenant vous pouvez rencontrer des garçons. Donc il y a la question de l'objet. Donc il pense, le thérapeute, que parce qu'il y a eu transformation vers une fille, nécessairement à partir de là, cette fille, elle va être attirée par des garçons. Alors on voit les thérapeutes qui insistent, c'est bien fait. Et donc la fille devenue fille, elle dit je ne sais pas si j'aime des garçons ou des filles. Donc elle commence par une incitation. Le thérapeute qui fonce, mais vous devez. Donc ça la pousse à rencontrer un garçon. Et il y a une scène terrible parce que ça la pousse à rencontrer un garçon, suite à quoi il y a le passage à l'acte d'une émasculation. Donc on voit très bien qu'il y a des modalités de traiter la question. Donc ça c'est une autre question que je voulais te poser, puisque tu évoquais un peu rapidement, mais peut-être tu as le temps de le dire maintenant, que derrière le débat sur la question trans, aux États-Unis, il y a la question
du débat entre le cognitivisme et la psychanalyse. Ça, c'est une première question. La deuxième que je voulais te poser, je résume mes questions. Tu évoques les propos d'un pédiatre qui dit que l'identité sexuelle, c'est déjà dès l'âge de 18 mois. À 18 mois, on sait quelle est l'identité sexuelle. Ça ressemble quand même assez proche de l'idée mal interprétée de Freud, l'anatomie c'est le destin. Donc il y a ces deux questions, et puis il y aurait une troisième, je ne sais pas si tu es d'accord, mais dans les années 70 jusqu'à 80, on s'est demandé si il était possible qu'un analyste soit homosexuel. Et on disait c'est pas possible parce qu'un homosexuel c'est un pervers. Aujourd'hui on dirait un transgenre, il ne faudrait pas qu'il soit psychanalyste parce que c'est un psychotique. Est-ce que c'est finalement pas le même débat? Et puis d'ici aujourd'hui on ne se pose pas la question de l'orientation sexuelle de l'analyste. Et peut-être on va arriver à un moment où on ne se posera pas la question sur si l'analyste est un transgenre ou pas. Oui, on peut résumer ces questions. Être cis, c'est pas garanti de plus qu'être trans. C'est une possibilité. Et à imaginer que l'hétérosexualité, c'est une garantie d'efficacité comme analyste, c'est très naïf. Et plus que ça. Mais on revient dans les côtés mentionnés par Nicolas, les contre-transferts de l'institution, qui n'est pas loin du désir de l'autre, aliénant. Et c'est intéressant que, comme psychanalyste, je trouve qu'il y a beaucoup de gens trans qui viennent dans la pratique, qui demandent des questions, qui font de bon travail, que s'il y a la possibilité d'une écoute pas pathologisante, il y a beaucoup de demandes et selon les statistiques, je ne connais plus les cas aux États-Unis, la plupart de la population trans est une façon de cure pour la parole. Peut-être pas psychanalyse, mais peut-être comme thérapie cognitive. Mais là, le danger, c'est quand quelqu'un trouve, et dans ces films girls, c'est le désir de l'analyse. L'analyse, ou les thérapeutes, qui dit, maintenant, vous rencontrerez des garçons, et c'est son idéal hégémoniste. Et on sait très bien que dans le nom du bien, on devient très sadienne, que c'est pas un bon chemin, c'est beaucoup de choses terribles ont été faits dans les biens qu'on construit. Alors, c'est intéressant aussi que dans les discours de la psychanalyse, en particulier la psychanalyse freudio-lacanienne, a rencontré aux États-Unis un très bon dialogue avec lesquels qui font les études queer et aussi les études trans. Même il y a quelqu'un comme Sheila Kavanagh dans une volume spécial d'une revue Transgender Studies Quarterly, qui c'est un journal d'études de trans. Elle parle d'une trans-psychoanalyse. Et elle pense qu'il y a la possibilité d'une cross-fertilisation, des collaborations entre les discours de la psychanalyse et les discours qui est très, très éloigné de cette idée. Alors, après, vous ferez ça ou ça, que ce n'est pas le rôle de psychanalyse. Et si les thérapeutes donnent des conseils, c'est toujours prendre un grand risque dans la clinique. Ça, c'est l'avantage de la neutralité psychanalytique et du côté de la valise pour pas avoir préjugés. La règle fondamentale dit qu'est-ce qui est bien dans l'esprit, sans censure, même si c'est chose inconvénient, pas joli. Ça opère aussi pour les psychanalystes qui doivent enlever tous les préjugés et écouter. Et si on écoute, on ne peut pas dire. Alors, c'est les destins de
l'histoire des Goethe. C'est une histoire qui était, c'est une histoire réelle. C'est une fictionnalisation d'une histoire réelle. Et parfois, le danger, c'est un passage à l'acte si on donne des conseils. C'est pas aconseignable de donner conseils. Et pour revenir, j'ai trouvé, si on peut aller au-delà de certains préjugés, il y a une grande possibilité de collaboration. Aussi, c'est que quand je parle de la psychanalyse a besoin d'un changement de sexe, c'est une manière de réorienter aussi la pratique psychanalytique. Que c'est de la même façon, la même position éthique de Freud qui a laissé les premières patientes hystériques lui donner des indications techniques. Et laissez tirer la main du front, et laissez-moi parler, ne me regardez pas. Ce sont des petites... on peut réinventer la psychanalyse si on se laisse guider par les analysants même. Et dans l'expérience trans, il y a un potentiel à renouveler le discours psychanalytique et plus important, la pratique psychanalytique. Oui. Une question, mais vraiment parce que Patricia connaît bien Lacan. Eh bien, quelle relation tu établis avec la notion de semblant? Voilà, la question trans et la question du semblant. Parce que la question trans, elle va du côté d'une objectivation. Elle ne va pas du côté du semblant. Enfin, c'est une question. C'est une... Si je reviens quand je réponds avec la question de David Mena, c'est l'idée de semblant peut devenir une identification, mais on sait que c'est une position qui c'est pas du vrai, c'est faire semblant. Et je dirais qu'il y a des cas des analysants qui s'identifient comme trans où ils sont très aperçus que c'est un semblant, que c'est pas du vrai, il s'est pas collé avec les sujets. C'est quelque chose, du côté du mascarade. Ils sont bien, il y a cette idée de que c'est pas un objet collé. Il y a des cas où ça marche comme ça, mais pas nécessairement dans toutes les présentations. Et dans les cas où c'est douloureux de faire semblant, et la souffrance c'est moins. C'est ça? Tout à fait pareil, faire semblant. Le semblant, me semble-t-il, de Lacan, c'est une notion très intéressante parce qu'elle est socialisante. Bon. Mais là, la socialisation passe par une objectivation. Ce n'est pas la même démarche. Comment est-ce que vous pensez l'objectivation? S'il y a transition, s'il y a changement de sexe, il y a quand même une objectivation qui surmonte le semblant. C'est plus la question du semblant qui domine. Donc, enfin, c'est une question que je pose. Par exemple, les cas Louise a mentionné ces cas que je développe dans le chapitre. C'est un patient, un homme trans, F2M, qui a ces questions de devenir père. Et lui, il F2M, c'est fille à garçon. Il produit une position qui c'est sa propre création. Il s'appelle lui-même, il dit: je ne suis pas un homme comme les autres hommes, parce que je suis née fille, je suis socialisée comme fille, j'ai lu un livre comme femme lesbienne après ma 20 ans, mais je suis une homme féministe. Ça veut dire qu'il y a l'autre sexe, féministe, et sa solution, c'est d'être un homme féministe. C'est pas être un homme biologique, un homme cis, c'est pas
C'est un homme qui a une certaine expérience de socialisation comme femme, qui connaît très bien parfois les situations de répression des femmes. Il a construit une semblance comme homme féministe. Et ce semblance, c'est pas absolument objectifié, parce que quand il était marié, il a déjà une fille, et à un moment où sa femme veut avoir un deuxième enfant, et lui, dans ce moment, il a beaucoup d'angoisse parce qu'il se demande, si j'ai un garçon, comment est-ce que je serai père d'un garçon en tant qu'homme féministe? Est-ce que je peux transmettre quelque chose d'un homme de père ou de père dans ces positions? Je ne trouve pas que ceci... Oui. Si je peux ajouter quelque chose, tu montres très bien que finalement, pour ceux qui arrivent à une réassignation de l'identité sexuelle, et même pour ceux qui se font opérer, ça ne suffit pas pour donner même une conviction sur l'identité sexuelle. C'est-à-dire qu'il y a toujours une dimension d'interrogation, des manques, des questions qui restent, et de comment faire dans cet espace entre ce qui a été finalement réalisé par ceux qui voulaient la réassignation du sexe, et puis comment faire dans le social. Donc il y a une question quand même qui se pose, c'est comment faire avec le signifiant. Parce que la question du semblant, c'est comment faire avec le signifiant. Donc le fait de trouver une solution qui serait, même pour le cas où il y a une solution anatomique, ça laisse en suspens encore comment se débrouiller avec le signifiant. Donc, et je crois que ça rejoint ça. C'est même qu'il y a une objectivation, au sens, si je comprends bien, d'avoir une conviction d'appartenance anatomique, ça confirme d'une certaine façon la disjonction entre l'anatomie et la certitude identitaire. Je crois que les cas que tu évoques montrent bien ça. Il y a... Oui. Alors, vous avez... il y a eu la question de l'analyste trans, par exemple. C'est ça. C'est un... Disons qu'en Europe, d'après ma connaissance, il n'y a pas des analystes publiquement identifiés comme trans, alors que nous avons les exemples nord-américains de Griffin Hansberry ou Jack Pula. Mais c'est, je pense qu'il faut peut-être prendre en considération que ce sont des psychanalystes new-yorkais. Et donc, ma question, c'est par rapport à la place, le rôle du social dans la visibilité trans, ou même dans les identifications trans. Parce qu'il y a ce syndrome en anglais, je ne sais pas comment le traduire en français, le Rapid Onset Dysphoria, ça veut dire la dysphorie rapidement enclenchée. Je ne sais pas comment, si c'est comme ça en français. On parle souvent chez les jeunes, surtout les adolescents, qu'il y a ce syndrome rapidement acquis, en quelque sorte, presque artificiellement, à cause d'une espèce de contagion. C'est pas le même mot, mais ce sont les mots qu'on voit souvent dans la littérature, une espèce de contagion sociale, qui fait que certaines personnes en quête, en confusion identitaire, s'accrochent justement à quelque chose, à un signifiant pour exister ou pour masquer un malaise. Mais moi je me demande s'il s'agit de ça, parce que ça me paraît un peu trop facile comme de dire quelqu'un, de se dire trans juste parce que il y a ça, ou je me demande si dans quelle mesure les normes de genre, les normes sociales et culturelles, facilitent ou pas la psychisation des identifications qui se situent en dehors de la binarité. Voilà,
Ça veut dire, est-ce que c'est cela finalement qui se joue? Et ma réflexion, c'est autour du télescopage entre le psychique et le social, vous avez évoqué le social, et j'aimerais avoir votre avis par rapport à ça. Voilà, merci. Oui, il y a au début deux façons de penser le rapid onset syndrome. C'est mon expérience. J'ai là le premier livre en français, c'est Lacan dans le ghetto. J'ai trouvé dans le syndrome portoricain, que c'est un diagnostic que j'ai trouvé dans les ghettos. Je n'ai jamais écouté de ça. Et c'est une réinterprétation de la manifestation plus classique des hystériques à la Charcot, avec qui Freud a fait la découverte de l'inconscient et a inventé la psychanalyse. Et ce qui dans la population portoricaine s'appelle attaque de nervios, dans les modèles diagnostiques, parce que c'est rapid onset, c'est dans les monstres, la machine psychiatrique, c'est des diagnostics plus de le racisme psychiatrique que des gens qui sont diagnostiqués avec Puerto Rican syndrome, qui c'est très étonnant, on peut parler de ça après, mais pour donner un exemple où les limites des modèles psychiatriques produisent des syndromes artificiels, rapid onset psychiatric syndrome. On peut les revenir, il y a les problèmes d'où vient ce diagnostic. Est-ce qu'ils ont trouvé une pilule pour traiter ça, peut-être? Et ça vient du pouvoir de la psychopharmacologie. Ça, c'est une manière d'arriver à ça. L'autre, c'est de penser que c'est ça où la psychanalyse a sa efficacité, du cas par cas. Quelqu'un qui est venu dans la pratique avec ces diagnostics, qu'est-ce qui se passe? C'est une hystérie de masse, une contagion. Tous les enfants dans l'école est-ce qu'il y a quelque chose unique dans ces cas? Et là, on peut. Parfois, ces diagnostics, c'est comme ça que je travaille. C'est un point où on peut commencer à travailler et dans l'espace de la cure, on peut se débarrasser un peu ou se séparer de la traversée des discours sociaux qui dit qu'il faut faire ça ou faire pas ça, parce que sinon on passe, comme dans l'exemple de Gall, on finit par forcer le passage à l'acte, peut-être passage à l'acte du côté du thérapeute, au passage à l'acte du côté de l'analysante. Alors, je suis toujours très sceptique en face de ces... Maintenant, les problèmes des jeunes sont dysphorie, ils seront euphoriques, euphorie, dysphorie, il y a toutes ces complexités qui répondent pas jamais à des vraies questions dans la clinique et pas jamais dans la cure. Sont parfois diagnostiques plus les quelques diagnostics que les diagnostiqués. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour finir, il faut pas oublier que Lacan a donné un petit conseil, on peut dire. Il a dit que pour les psychanalystes, il y a un saint patron, on dit en français, saint patron, et c'est Tiresias. Quelqu'un qui a fait une transition. Alors, avec ça, on peut pas faire. Pourquoi Lacan dit ça? Et peut-être qu'il y a plus à découvrir. Souvent, l'exemple de Tiresias. Merci beaucoup. Et à une